Il existe en France un dossier photographique totalement unique, conservé aujourd'hui dans une boîte métallique que l'on consulte seulement avec une autorisation spéciale 37 clichés réalisés entre 1909 et 1912 dans un hameau perdu du Massif central, des photographies d'une netteté étonnante pour l'époque, où chaque visage, chaque ombre, chaque ligne du paysage apparaît avec une précision presque irréelle, sauf celui d'une femme pourtant mentionnée par tous les témoins comme étant présente à moins d'1 mètre de l'objectif. Les photographes ayant analysé ces clichés au fil des décennies l'ont surnommé l'archive impossible, un ensemble d'images où la lumière semble avoir refusé d'enregistrer l'existence d'une seule personne, une anomalie qu'aucune théorie technique n'a jamais réussi à expliquer entièrement, malgré les tentatives menées par des spécialistes de la photographie ancienne, des historiens de l'image et même quelques physiciens intrigués. Cette femme, identifiée seulement par l'initiale L ou par le prénom Léonie dans les notes du photographe Émile Renault, constitue le cœur d'un mystère qui commence réellement en 1909, lorsque le jeune homme, alors célèbre dans la région pour ses portraits de paysans et ses scènes de vie rurale, décide de documenter le quotidien des habitants d'un petit village appelé Montmauriac, un endroit isolé entre les vallées rocheuses et les pâturages silencieux où le temps semblait déjà, à l'époque, s'écouler plus lentement qu'ailleurs. Dans ses premiers carnets, Renault décrit Montmauriac comme un hameau tranquille, peuplé de familles enracinées là depuis des générations, vivant de l'élevage, de la culture du seigle et de l'entretien des chemins forestiers, mais il note aussi la présence récente d'une jeune femme arrivée sans explication précise, logée chez une veuve du nom de Joséphine Talbert, dont la maison se trouvait légèrement en retrait, à la lisière des bois, comme si la nouvelle venue avait instinctivement recherché la zone la plus isolée du village. Selon les habitants interrogés plus tard, cette Léonie était discrète, polie, presque effacée, mais dotée d'un regard d'une intensité inhabituelle, un regard que plusieurs personnes décrivirent comme trop calme, trop conscient, comme si elle observait non seulement les gens, mais aussi quelque chose derrière eux dans un espace que les autres ne percevaient pas. Lorsque Renault commença à photographier les villageois, il nota immédiatement sa présence car elle semblait assister à de nombreuses scènes sans jamais participer directement aux conversations, comme une figure silencieuse qui traverse le cadre sans s'y inscrire, selon une phrase qu'il écrira plus tard dans un carnet. Les premières anomalies apparurent lors du tirage des plaques photographiques. Alors que les enfants du village, les bergers, les femmes assises devant leur maison et les hommes travaillant dans la cour étaient reproduites avec une netteté presque surprenante, Léonie n'apparaissait jamais sur les images, même lorsque Renault était certain de l'avoir cadrée de face à quelques pas seulement, parfois même légèrement tournée vers l'objectif. Croyant d'abord à un problème technique, il changea de matériel, emprunta des plaques à un collègue, nettoya minutieusement la chambre noire, mais le phénomène persista comme si une zone entière de l'image demeurait neutre lorsqu'elle se trouvait dans le champ, une sorte de trou silencieux où la lumière n'accrochait rien. Intrigué, il tenta de la photographier seul, sous prétexte d'un portrait gratuit comme il en offrait parfois aux villageois, mais la jeune femme déclina poliment, affirmant qu'elle n'aimait pas se voir en image et qu'elle préférait rester hors des souvenirs figés, une expression qui troubla Renault au point qu'il la nota mot pour mot dans son carnet. Malgré son refus, elle se retrouva à de multiples reprises dans le champ de ses photographies de groupe, notamment lors d'une fête de village, d'une procession religieuse et d'une scène prise devant la fontaine de Montmauriac, mais toujours l'absence totale de son visage et de son corps sur les clichés se répétait, si bien que peu à peu, certains habitants commençaient à faire des remarques à mi-voix, évoquant une femme qui ne laisse pas de traces, d'autres murmurant que la lumière glisse sur elle comme sur l'eau, formulation étrange mais récurrente dans les témoignages recueillis plusieurs décennies plus tard par des journalistes curieux.
Renaud, de son côté, devint de plus en plus obsédé par cette impossibilité technique, cherchant dans les manuels de photographie de l'époque des explications liées à la sensibilité des plaques, au contraste, aux pigments, mais aucune théorie ne pouvait expliquer pourquoi une seule personne disparaissait systématiquement alors que tout le reste de l'image demeurait d'une netteté exceptionnelle. Les choses prirent un tour plus inquiétant lorsqu'en observant attentivement une série de clichés pris en octobre 1910, il remarqua qu'une légère déformation apparaissait parfois à l'endroit où elle aurait dû se tenir, une sorte de vibration floue, presque imperceptible à première vue, mais suffisamment récurrente pour être notée. Un léger arc de lumière, un contour anormal, comme si l'appareil enregistrait un vide actif plutôt qu'un simple espace. Dans une note datée du 12 octobre, il écrit « Ce n'est pas une absence, c'est quelque chose qui refuse la forme, comme si son image était repoussée par le monde fixe. » Cette phrase, longtemps jugée poétique ou métaphorique par les spécialistes, a été réexaminée dans les années 1930 par des historiens de l'art qui y virent une véritable perplexité technique. Pourtant, le mystère ne s'arrête pas là. En décembre 1910, Renaud réussit à saisir un détail exceptionnel sur une photographie prise lors d'une scène de marché. Un reflet dans une vitrine derrière les personnages photographiés où l'on devine une silhouette féminine immobile, légèrement courbée, les mains jointes devant elle. Le reflet est flou, instable, mais pour Renaud, il s'agissait de la preuve que Léonie était bel et bien présente, même si l'appareil refusait obstinément de capter sa lumière directement. Ce reflet devint pour lui une obsession et il retourna dans la rue plusieurs fois, cherchant à reproduire l'effet, mais chaque tentative échoua, renforçant chez lui l'idée que la jeune femme possédait une relation particulière avec la lumière, non pas dans un sens ésotérique, mais comme si elle appartenait à une zone du réel qui ne s'inscrivait pas dans les mêmes règles visuelles que le reste du monde. Certains habitants, interrogés plus tard, racontèrent qu'à cette époque, Renaud semblait nerveux, distrait, marchant en murmurant des phrases qu'il ne comprenait pas, notant frénétiquement des détails, comme s'il cherchait à attraper une vérité qui lui échappait. Puis, en janvier 1911, il cessa brusquement de photographier le village et quitta Montmauriac sans prévenir personne, laissant derrière lui ses plaques, son matériel et un cahier dont la dernière page ne contient que ces mots « Elle n'apparaît pas, mais elle voit tout. Je dois comprendre avant qu'elle parte. » Après cela, Émile Renaud disparaît des archives pendant près de 3 ans, ne réapparaissant qu'en 1914 dans un hôpital militaire où il mourut peu après sans jamais expliquer ce qu'il avait trouvé. Et c'est là que commence réellement l'histoire que l'on raconte encore aujourd'hui, une histoire où une femme traverse les photographies comme une présence invisible mais déterminante, une femme que personne ne parvenait à fixer et que tous voyaient pourtant, une femme dont la disparition de l'image ne semble être que le premier signe d'un phénomène beaucoup plus profond que les habitants de Montmauriac n'auraient jamais pu imaginer. Lorsque l'archiviste chargé de classer les clichés du dossier Renaud décida de pousser plus loin ses recherches, il ne se doutait pas que l'étrangeté entourant la figure de Léonie dépasserait largement le cadre des photographies elles-mêmes. En consultant les documents annexes, lettres, carnets, registres civils, il découvrit assez vite que la disparition de l'image n'était que l'un des aspects d'un phénomène beaucoup plus large, qui semblait avoir touché Montmauriac entre 1909 et 1912 comme un voile silencieux que personne n'avait osé soulever à l'époque. La première pièce supplémentaire surgit sous la forme d'un courrier daté de mars 1911, écrit par le curé du village à un confrère d'une commune voisine. Il y décrivait l'arrivée récente d'une jeune femme au comportement irréprochable, mais dont la présence provoque une forme d'inconfort difficile à nommer, précisant que plusieurs paroissiens refusaient de s'asseoir à proximité d'elle durant les offices, sans pouvoir expliquer clairement pourquoi. Il ajoutait une phrase énigmatique. Certains disent qu'elle semble être là et ne pas être là en même temps. Cette remarque troubla profondément l'archiviste, car elle correspondait exactement à ce que montraient les clichés,
une présence reconnue par tous, mais refusée par la lumière. Poursuivant son enquête, il découvrit dans un registre de l'école communale que la jeune femme avait brièvement proposé d'aider à l'enseignement des plus petits, mais que l'institutrice avait refusé après seulement 2 jours, notant que les enfants détournent la tête comme si elle cherchait quelque chose derrière elle, et qu'un d'entre eux avait éclaté en sanglots en jurant qu'il y avait quelqu'un d'autre avec Madame Léonie, mais pas dehors, dans la pièce même, ce qui avait conduit l'enseignante à demander qu'elle ne revienne plus. Cette accumulation de détails étranges commençait à former un motif troublant, un ensemble de réactions humaines concordantes avec les anomalies photographiques. De plus en plus perplexe, l'archiviste chercha à comprendre comment Léonie avait vécu dans le village et découvrit des traces indirectes de son passage. Un reçu de boulangerie où son nom apparaissait partiellement effacé. Une liste de provisions où quelqu'un avait ajouté en marge « ne pas laisser seul », signe que sa présence suscitait une vigilance inhabituelle. Et même une note dans un rapport municipal mentionnant que certains habitants souhaitaient qu'elle soit invitée à regagner sa région d'origine, bien que personne ne sache réellement d'où elle venait. En cherchant à retrouver une trace officielle, l'archiviste consulta les registres de naissance, de mariage et de décès de plusieurs communes alentours. Mais le prénom Léonie, assorti d'un nom commençant par V, n'apparaissait nulle part entre 1880 et 1900, comme si la jeune femme n'avait eu aucune existence administrative avant son arrivée à Montmauriac. Pourtant, les témoignages confirment qu'elle était bien là. Un ancien berger interrogé en 1948 affirmait se souvenir d'une jeune femme qui marchait sans bruit, même sur les chemins cailloutés, tandis qu'une autre habitante, très âgée, raconta qu'elle avait vu la silhouette de Léonie à plusieurs reprises près de la forêt, immobile durant de longues minutes, regardant fixement les arbres, comme si elle écoutait quelqu'un qui lui parlait depuis l'intérieur du bois. Plus étrange encore, un notaire du village rapporta dans une lettre privée qu'elle avait payé un loyer en pièces anciennes, datant de plusieurs décennies avant sa naissance supposée, sans jamais expliquer comment elle les avait obtenus. Face à cette accumulation d'éléments irrationnels, l'archiviste sentit poindre en lui une angoisse sourde, comme s'il s'approchait d'un phénomène dont les contours se défilaient dès qu'il tentait de l'appréhender. Il retourna alors aux photographies elles-mêmes, espérant y trouver un indice que ses premières observations auraient manqué. C'est alors qu'il remarqua un détail passé inaperçu. Sur plusieurs clichés de groupe, les regards de certains villageois semblaient légèrement décalés, comme s'ils ne fixaient pas exactement l'objectif, mais un point légèrement au-dessus ou à côté, un point où Reynaud avait précisément indiqué la présence de Léonie. En superposant mentalement les positions, l'archiviste comprit que les regards alignés formaient une sorte d'arc subtil autour d'une zone vide, comme si les habitants reconnaissaient la présence invisible de la jeune femme au moment même où la pellicule refusait de l'inscrire. Ce constat donna un frisson à l'archiviste, car il impliquait que l'absence n'était pas un oubli, mais une forme active de refus, non pas une omission technique, mais une impossibilité fondamentale. Poursuivant son analyse, il remarqua également que sur la photo où apparaissait le fameux reflet dans la vitrine, un enfant au premier plan semblait regarder exactement dans la direction de ce reflet, comme s'il voyait la femme dans la vitrine, alors même que personne n'aurait noté sa présence sur le moment. Dans ses carnets, Reynaud écrivait que les enfants du village étaient ceux qui réagissaient le plus fortement à Léonie. Certains s'en approchaient comme fascinés, d'autres la fuyaient brusquement. L'un d'entre eux aurait même déclaré « Elle ne respire pas comme nous », phrase dont la signification resta obscure. Au fil des pages,
on sentait l'attention du photographe augmenter, comme s'il percevait un danger auquel il ne voulait encore pas donner de nom. Ces notes deviendraient de plus en plus courtes, nerveuses, interrompues par des croquis de silhouettes sans face, entourées de cercles ou de traits indiquant des vibrations lumineuses. L'archiviste, plongé dans ses documents, se rendit compte que Raynaud avait commencé à effectuer des expériences étranges à la fin de l'année 1910, tentant de photographier non seulement Léonie, mais aussi les lieux qu'elle fréquentait régulièrement. La maison de la veuve Talbert, la lisière du bois, le chemin menant au vieux puits, et à chaque fois, des anomalies apparaissaient sur les clichés. Des zones surexposées, des halos imprécis, des formes qui semblaient se superposer légèrement à la végétation, comme si quelque chose tentait d'entrer dans l'image, mais se déformait au moment de la fixation. C'est alors que l'archiviste découvrit un élément particulièrement troublant. Une photographie de la maison Talbert, prise un matin d'hiver, où un rectangle sombre apparaît derrière une fenêtre, trop net pour être une ombre, mais trop indistinct pour être un visage. Au dos de l'image, Raynaud avait écrit « Ce n'est pas elle, mais c'est lié à elle. Il y a une seconde chose que je comprends encore moins. » Cette phrase énigmatique suggérait que le photographe avait commencé à percevoir dans le phénomène quelque chose de plus complexe qu'une simple absence d'image. L'archiviste sentit son cœur se serrer en comprenant que Raynaud avait probablement pressenti un second mystère, peut-être plus inquiétant encore. Décidant de relier l'ensemble des éléments, il se rendit finalement à Montmauriac pour consulter sur place les habitants encore vivants, espérant obtenir des témoignages directs. Mais lorsqu'il arriva au village en 1948, il découvrit une communauté méfiante, qui évitait de mentionner le passé et semblait presque soulagée que les étrangers ignoraient l'histoire de Léonie. Plusieurs personnes âgées refusaient de répondre à ces questions, d'autres se signaient quand il prononçait le nom de la jeune femme, et une vieille femme lui dit en tremblant « Si vous cherchez son visage, vous ne le trouverez jamais, mais elle saura que vous la cherchez. » Ces mots, prononcés d'une voix basse, résonnèrent dans l'esprit de l'archiviste tout au long du chemin du retour. Le soir même, en triant ses notes dans sa petite chambre d'hôtel, il eut une étrange impression que quelqu'un l'observait depuis le miroir de la commode, bien qu'il n'y vît que son propre reflet. Il tenta de se convaincre que ce n'était qu'une fatigue passagère, mais il ne savait pas encore que son enquête venait d'entrer dans une phase où les frontières entre l'image et la présence deviendraient plus floues qu'il ne l'avait jamais imaginé. Lorsque l'archiviste revint à Paris, après sa visite à Montmauriac, quelque chose en lui avait changé de manière imperceptible, mais profonde. Comme si le simple fait d'avoir marché sur les terres où Léonie avait vécu avait laissé dans son esprit une trace silencieuse dont il ne parvenait pas à se débarrasser. Il tenta d'abord de reprendre son travail habituel, triant les dossiers en retard, classant des documents administratifs sans importance. Mais chaque soir, au moment où il fermait la salle de lecture, ses pensées revenaient inlassablement à l'avertissement de la vieille femme du village. « Si vous la cherchez, elle le saura. » Une phrase qui résonnait en lui avec une intensité qu'il ne parvenait pas à expliquer rationnellement. Les jours suivants furent marqués par une série de micro-événements qu'il tenta de considérer comme des coïncidences, bien qu'une part de lui résistât à cette idée. Une plaque photographique qu'il connaissait par cœur semblait présenter une variation infime de contraste, comme si la zone vide où Léonie aurait dû se trouver était légèrement plus sombre qu'auparavant. Une autre fois, alors qu'il examinait le cliché du marché où apparaissait le reflet dans la vitrine,
Il eut l'impression fugace que la silhouette reflétée était légèrement plus tournée vers l'objectif que dans son souvenir. Persuadé qu'il s'agissait d'un effet de fatigue oculaire, il compara l'image avec une reproduction ancienne réalisée 10 ans plus tôt, mais n'y trouva aucune différence objective, ce qui ne fit qu'accentuer une forme de malaise diffus, comme si la photographie elle-même le défendait contre la compréhension de quelque chose qu'il n'était pas censé voir. À partir de là, son sommeil commença à se dégrader. Il rêvait régulièrement de chemins forestiers, de fenêtres vibrantes, d'ombres immobiles dans des coins de pièces où personne ne se trouvait. Et toujours, au centre du rêve, une silhouette féminine se tenait légèrement de côté, comme si elle attendait le moment où il oserait lui adresser la parole. Pourtant, jamais il ne voyait son visage. Toujours quelque chose, un rideau, un arbre, une variation de lumière venait masquer les traits au dernier moment. Un soir, en travaillant plus tard que d'habitude, il remarqua un fait troublant. Alors qu'il consultait une série de photographies d'architecture sans lien avec le dossier Reynaud, l'une d'elles semblait présenter une ombre humanoïde dans une zone où aucune source lumineuse ne pouvait logiquement projeter une silhouette. Ce détail, d'abord ambigu, devint plus clair lorsqu'il éclaircit légèrement le tirage. L'ombre avait précisément la posture que plusieurs témoins avaient décrite lorsqu'ils évoquaient Léonie. Les bras relâchés, les mains jointes, la tête légèrement inclinée comme si elle écoutait. Le cœur battant, l'archiviste replaça immédiatement le cliché dans sa pochette, refusant l'idée que ce phénomène se déplaçait d'un dossier à l'autre, mais il ne put ignorer que le sentiment d'être observé depuis les reflets se faisait plus fort. Un matin, en entrant dans la salle des archives, il eut un choc en voyant, dans la vitre de la grande armoire métallique, une forme floue derrière lui, une forme immobile. Mais lorsqu'il se retourna, il ne trouva personne. Ce fut cet événement qui le décida de retourner sur les traces d'Émile Reynaud. Il consulta les archives militaires de 1914 et découvrit que le photographe avait été hospitalisé, non pas pour des blessures de guerre, mais pour un trouble anxieux aigu, dont la description ressemblait étrangement à ce que lui-même commençait à ressentir. Agitation nocturne, impression d'être suivi par une silhouette floue, refus de rester seul dans une pièce contenant un miroir. L'archiviste poursuivit ses recherches dans les archives privées des familles locales et trouva finalement un carnet qui appartenait à un médecin ayant examiné Reynaud. Ce carnet contenait des notes effrayantes par leur précision. Le photographe décrivait l'apparition progressive d'une présence visuelle non fixable, un terme étrange mais cohérent avec les phénomènes de disparition sur les images. Reynaud affirmait que cette présence semblait le suivre seulement lorsqu'il travaillait sur ses photographies, comme si l'acte même de regarder les images rouvrait une porte invisible que la réalité quotidienne refermait. L'archiviste sentit son sang se glacer en découvrant une phrase écrite en lettres presque illisibles. « Ce que la pellicule refuse, le reflet le trahira. Elle ne peut être vue, mais elle regarde. Toujours. » Cette phrase résonnait intensément avec ses propres expériences récentes. Décidé de comprendre la nature réelle du phénomène, il tenta d'organiser ses pensées rationnellement,
Mais plus il avançait, plus les liens entre les témoignages, les anomalies photographiques et les derniers écrits de Reynaud se resserraient tous, dessinant une structure invisible, comme une toile construite autour d'un point central, Léonie. Pourtant, ce n'était pas tant elle qui l'inquiétait, mais ce que Reynaud avait appelé la seconde chose, l'ombre derrière la fenêtre de la maison Talbert, le rectangle sombre qu'il avait identifié comme étant lié à elle. L'archiviste comprit alors une hypothèse que Reynaud semblait avoir envisagée avant de mourir. Si la lumière refusait d'enregistrer le visage de la jeune femme, peut-être n'était pas elle seule. Peut-être qu'un autre phénomène, invisible lui aussi, mais perceptible à travers des déformations ou des reflets, accompagnait sa présence. Il décida de retourner examiner les clichés originaux sous différents angles lumineux, et ce fut là, dans la salle de restauration de la bibliothèque, qu'il remarqua quelque chose qui fit accélérer son rythme cardiaque. Sur une des photos où Léonie aurait dû se trouver à gauche d'un groupe de villageois, un léger flou se prolongeait derrière la zone vide, comme une traînée infime, presque un mouvement capturé par accident. En isolant ce flou, il crut déguiner deux contours distincts, deux présences au lieu d'une. Étourdi, il replaça la photo dans son enveloppe. Mais il ne put ignorer l'évidence que la disparition de Léonie n'était peut-être pas qu'un effet secondaire d'un phénomène plus complexe, deux éléments se déployant dans l'image sans jamais s'y inscrire. Dès lors, l'archiviste comprit que ce qu'il avait considéré comme une enquête historique se transformait en une immersion progressive dans un territoire où les lois de la perception ne fonctionnaient plus normalement. Il commença à ressentir une oppression étrange chaque fois qu'il se trouvait devant un miroir, à tel point qu'il recouvrit celui de son appartement d'un drap blanc. Mais encore, cette précaution ne l'apaisa pas. Un soir, en éteignant la lumière, il eut l'impression très nette que quelque chose se tenait derrière la porte du salon, immobile, comme en attente. Il n'osa pas ouvrir. Ce fut la première nuit où il ne put dormir du tout. Lorsqu'il se rendit le lendemain aux archives, il découvrit, posé sur sa table de travail, un tirage photographique qu'il n'avait pas sorti lui-même, celui du fameux reflet dans la vitrine. Et pendant un instant qui lui coupa la respiration, il eut la certitude que la silhouette semblait plus nette que la veille. Il referma violemment la pochette, comprenant que sa présence dans l'enquête attirait ce que Émile Reynaud avait tenté de fuir jusqu'à sa mort. Et c'est à ce moment précis que l'archiviste réalisa que la question n'était plus de savoir pourquoi Léonie n'apparaissait pas sur les photos, mais ce qui arrivait aux autres qui tentaient trop longtemps de la voir. À partir du jour où l'archiviste trouva sur sa table le tirage du reflet dans la vitrine, sans pouvoir expliquer qui l'y avait posé, son rapport au dossier Renaud bascula définitivement, et ce qui n'était jusque-là qu'une enquête minutieuse devint une expérience intime, presque intrusive, où la frontière entre l'observation et la participation devenait de plus en plus floue. Il tenta d'abord de se convaincre qu'un collègue avait voulu lui jouer une plaisanterie, mais il savait pertinemment qu'aucun employé de la bibliothèque n'ignorait la règle stricte interdisant de manipuler des archives classées sans autorisation, encore moins un élément d'un dossier sensible. Il rangea donc le tirage dans son enveloppe et décida de suspendre ses recherches pour quelques jours afin de reprendre le contrôle de son esprit. Pourtant, durant ces quelques jours de pause apparente, la sensation persistante d'une présence silencieuse dans les salles d'archives ne le quitta jamais réellement. Il avait l'impression, sans pouvoir se l'expliquer, que lorsqu'il travaillait sur d'autres documents et qu'il posait les yeux sur un reflet, celui d'une vitre, d'une surface métallique ou même d'un cadre en verre, un léger décalage se produisait, comme si son propre mouvement n'était pas parfaitement synchronisé avec ce que lui renvoyait l'image réfléchie. Il fermait alors les dossiers plus tôt que prévu, inventant des prétextes administratifs
pour quitter les lieux avant la tombée du soir, moment où, depuis quelque temps, il ressentait une sorte d'oppression dans la poitrine, comme si l'air devenait plus dense entre les étagères. Un lundi matin, alors qu'il pensait pouvoir reprendre son travail normalement, il découvrit en consultant les registres internes que quelqu'un avait emprunté la boîte contenant le dossier Renault pendant le week-end, malgré le fait que lui seul en détenait la clé et que le registre ne mentionnait aucune autre signature que la sienne. Cette anomalie administrative provoqua en lui un choc discret mais profond. Il réalisa que la boîte avait été déplacée, manipulée, peut-être ouverte, sans qu'il puisse identifier l'auteur de cette intervention. Il retourna aussitôt dans la salle des archives, marcha jusqu'au rayon où la boîte était censée se trouver et sentit un frisson lui parcourir l'échine lorsqu'il remarqua que la boîte avait été replacée, parfaitement, trop parfaitement, comme si quelqu'un avait soigneusement veillé à éviter toute trace visible de manipulation. Il hésita longuement avant de l'ouvrir, mais finalement souleva le couvercle, retenant sa respiration. À l'intérieur, tous les tirages semblaient en ordre, mais en les examinant un par un, il se rendit compte qu'un des clichés, celui représentant les enfants du village alignés devant la fontaine, présentait un détail qui n'y avait jamais figuré auparavant. Dans l'ombre de la fontaine, sur la pierre humide, une silhouette vagabonde, indéfinie mais indubitablement humanoïde, se dessinait, légèrement inclinée, comme si elle observait les enfants ou l'appareil. Le cœur de l'archiviste se serra, car il connaissait chaque détail de cette image par cœur, et jamais aucune silhouette n'y était apparue. Il examina la photographie sous la lumière blanche de la salle de restauration, mais plus il la fixait, plus la sensation étrange s'accentuait. L'ombre semblait presque vibrer, comme si elle hésitait entre plusieurs contours. Il reposa la photo et sentit une tension inhabituelle lui parcourir les mains. Un mélange d'excitation et de terreur, une intuition profonde que le phénomène ne se contentait plus d'habiter les archives, mais qu'il commençait à s'étendre, à se manifester au-delà des limites des documents. C'est à ce moment qu'il décida de retourner à Montmauriac une seconde fois, non plus en simple chercheur, mais comme quelqu'un qui avait besoin de vérifier que le monde réel n'était pas en train de se déformer autour de lui. Lorsqu'il arriva au village en fin d'après-midi, un vent sec balayait les chemins, soulevant des tourbillons de poussière, et il eut l'impression troublante que les maisons semblaient légèrement déplacées par rapport à son souvenir, un détail auquel il tenta de ne pas accorder trop d'importance. En se rendant chez l'ancienne institutrice, la seule du village qui avait accepté de lui parler brièvement lors de sa première visite, il fut surpris de la trouver assise sur le pas de sa porte, comme si elle l'attendait. Elle le regarda longuement avant de prononcer ces mots « Vous avez ramené quelque chose avec vous, je le vois dans vos yeux. » L'archiviste, choqué, tenta d'obtenir davantage d'explications, mais la vieille femme secoua la tête et refusa d'entrer dans les détails, se contentant d'ajouter que certains visages ne disparaissent pas par hasard et que ceux qui cherchent trop obstinément à les retrouver invitent ce qui ne veut pas être fixé à se rapprocher. Elle lui indiqua ensuite qu'il devrait parler à la fille de la veuve Talbert, qui vivait encore dans une petite maison d'un autre hameau voisin. Selon elle, cette femme, aujourd'hui très âgée, était la seule à avoir connu Léonie suffisamment longtemps pour comprendre ce que signifiait réellement sa présence dans le village. L'archiviste partit donc à la recherche de cette personne, et lorsqu'il parvint à sa maison, une bâtisse basse aux murs pâles entourée d'un verger abandonné, il fut étonné d'entendre une voix l'inviter à entrer avant même qu'il ne frappe. La fille Talbert, une femme courbée mais dotée d'un regard encore vif, l'observa attentivement, puis, sans qu'il ait besoin de lui poser la moindre question, commença à parler de Léonie comme si elle avait attendu cette visite toute sa vie. Elle raconta que la jeune femme était arrivée un soir d'automne sans bagage, que sa mère avait accepté de l'héberger par pitié et qu'elle avait immédiatement compris que cette présence n'était pas ordinaire. Selon elle, Léonie parlait peu, mais lorsqu'elle se trouvait dans une pièce, on éprouvait un léger décalage, comme si l'air se réorganisait autour d'elle. Les objets semblaient ne jamais avoir exactement la même place lorsqu'elle sortait d'une pièce.
Les lampes vacillaient sans raison et les miroirs prenaient parfois un reflet plus sombre. La vieille femme ajouta que Léonie semblait accompagnée, bien qu'elle n'ait jamais su si ce qu'elle ressentait était réel ou simplement une intuition. Parfois, elle avait la sensation d'une deuxième présence, invisible mais lourde, dans un coin d'une pièce. Elle raconta également qu'une nuit, alors que sa mère et elle dormaient, elles avaient entendu la voix de Léonie parler doucement dans la cuisine, comme si elle s'adressait à quelqu'un. Lorsqu'elles étaient descendues, elle l'avait trouvée seule, immobile, les mains jointes, murmurant quelque chose qu'elle n'avait pas compris. Ce récit glaça l'archiviste, qui se remémora l'ombre derrière la fenêtre de la maison Talbert, le contour flou sur la plaque, la phrase d'Émile Reynaud évoquant « la seconde chose ». Il demanda alors à la vieille femme si elle avait conservé quelques souvenirs matériels de Léonie. Mais elle secoua la tête et répondit « Elle ne laissait rien derrière elle. Rien ne restait à sa place après son passage. Même les objets semblaient vouloir oublier qu'elle les avait touchés. » Puis elle ajouta, avec une inquiétude visible, « Si vous la voyez dans un reflet, ne regardez pas 2 fois. C'est là que tout commence à changer. » L'archiviste sentit une suette froide lui glisser entre les omoplates. La vieille femme semblait sincèrement effrayée, et il comprit que ce qu'il recherchait ne relevait plus d'une simple anomalie photographique, mais d'un phénomène plus vaste, une présence qui interagissait avec le monde par la lumière, les surfaces réfléchissantes, les perceptions humaines. En quittant la maison, il eut la fugace sensation qu'un regard glissait sur lui depuis l'intérieur, bien que la vieille femme se soit déjà retirée. Sur le chemin du retour, le soleil couchant projetait des ombres longues, et l'archiviste remarqua que l'ombre de sa propre silhouette semblait légèrement décalée par rapport à ses mouvements, comme si un autre contour tentait de s'y superposer. Il accéléra le pas, le cœur battant, certain désormais que la disparition de Léonie sur les photographies n'était pas une erreur, mais une forme de protection, ou peut-être une manière d'empêcher que ce qui l'accompagnait n'apparaisse jamais clairement. Il ne savait pas encore que les jours à venir allaient confirmer la part la plus effrayante des théories d'Émile Reynaud. Lorsqu'on cherche un visage que la lumière refuse de montrer, ce que l'on finit par trouver n'est peut-être pas celui que l'on attend. Lorsque l'archiviste rentra à Paris après sa rencontre avec la fille Talbert, il avait le sentiment tenace que quelque chose, un fil invisible, s'était solidement accroché à lui, comme si le simple fait d'avoir entendu certains mots, certaines descriptions, avait suffi à ouvrir une brèche à travers laquelle le phénomène lié à Léonie pouvait désormais circuler sans contrainte. Il tenta de reprendre son rythme de travail ordinaire, mais il devint rapidement évident que quelque chose avait changé de manière irréversible. Les reflets qu'il avait appris à éviter ces derniers jours semblait désormais s'imposer à lui malgré sa volonté, comme si les objets réfléchissants multipliaient les occasions de capter son attention. Dans la salle des archives, il se surprenait à détourner les yeux dès qu'il passait devant une vitre, un cadre, une surface polie, mais malgré toutes ces précautions, il avait l'impression persistante que quelque chose, à la limite de la perception, se mouvait légèrement juste derrière son épaule. Un jour, en entrant tôt le matin dans la salle de lecture, il remarqua que la grande horloge en verre située au fond de la pièce réfléchissait non pas son visage, mais une silhouette floue, immobile, comme en attente. Lorsqu'il s'en approcha pour vérifier, la silhouette avait disparu. Mais l'impression glaciale qu'une présence invisible circulait dans la pièce demeura longtemps. Il tenta de se raisonner, de considérer l'ensemble comme une fatigue accumulée, mais au fond de lui, il savait qu'il ne s'agissait pas d'illusion, car les photographies elles-mêmes commençaient à présenter des variations qui défiaient toute explication rationnelle. Un matin, en ouvrant la boîte du dossier Reynaud, il trouva une plaque photographique qu'il avait déjà examinée des dizaines de fois, mais sur laquelle un détail nouveau s'était matérialisé. Dans la scène représentant les villageois devant la grange de Montmorgnac, un léger halo semblait flotter derrière la zone où Léonie aurait dû se tenir. Ce halo n'avait rien de menaçant en soi, mais il donnait la sensation dérangeante qu'un mouvement avait été capturé à un moment où nul ne devait se mouvoir. Il examina la plaque à la loupe, le souffle coupé,
et remarqua que le halo se découpait en deux formes indistinctes presque superposées, comme deux présences qui tentaient de se glisser dans l'image sans y parvenir. Cette découverte lui rappela les mots de Reynaud dans son carnet. Ce n'est pas elle, mais lié à elle. Et il comprit, avec une lucidité brutale, que le photographe n'avait pas seulement observé l'invisibilité de la jeune femme, mais également l'existence d'un phénomène secondaire, plus trouble, plus mouvant, qui accompagnait chacun de ses déplacements. À partir de ce moment, une tension anxieuse s'installa dans son quotidien. Il évitait de rentrer chez lui avant que le soleil ne soit encore haut dans le ciel, et lorsqu'il arrivait dans son appartement, il laissait les lumières allumées même lorsqu'il n'était pas dans une pièce, comme s'il craignait que l'obscurité puisse donner à certaines choses l'occasion de se manifester plus clairement. Pourtant, ce ne furent pas les reflets ni les photographies qui lui firent perdre le plus son sang-froid. Ce fut un événement apparemment insignifiant qui se produisit un soir d'avril alors qu'il classait des documents dans son salon. Il avait posé sur la table une petite photographie du marché de Montmorgnac, par réflexe, sans réfléchir. Puis il s'était éloigné pour chercher un dossier. Lorsqu'il revint, il eut un sursaut violent. La photographie n'était plus orientée de la manière dont il l'avait laissée. Elle avait pivoté de quelques centimètres, comme si quelqu'un l'avait délicatement tournée pour qu'elle puisse regarder vers le fauteuil où il s'asseyait habituellement. Il resta immobile, incapable de comprendre comment un objet pouvait se déplacer sans avoir été touché. Puis, brusquement, il sentit un souffle d'air passer derrière lui, suffisamment léger pour être presque imperceptible, mais assez distinct pour qu'il soit certain de ne pas l'avoir imaginé. Il quitta immédiatement son appartement et passa la soirée à marcher dans les rues, incapable de rentrer chez lui avant la nuit. Les jours suivants, il tenta de confier ses inquiétudes à un collègue, mais dès qu'il prononça les mots « dossier Reynaud », son interlocuteur sembla mal à l'aise et changea de sujet, comme si instinctivement il refusait d'entendre davantage. L'archiviste comprit alors qu'il se trouvait désormais seul face à ce phénomène, seul avec les photographies qui semblaient évoluer selon leur propre logique, seul avec ses souvenirs qui se modifiaient imperceptiblement à mesure qu'il relisait les notes de Reynaud. Dans une tentative désespérée de rétablir une distance entre lui et le dossier, il décida de consulter les registres météorologiques et géologiques de Montmorgnac, espérant identifier une explication naturelle aux anomalies lumineuses. Mais cette recherche ne fit qu'accentuer le mystère. Les documents indiquaient plusieurs phénomènes atmosphériques inhabituels survenus entre 1910 et 1912. Brouillard sec, variation soudaine de pression dans une zone très restreinte, anomalies magnétiques mineures signalées par des géomètres, autant d'éléments qui, mis bout à bout, semblaient dessiner un territoire où les lois physiques étaient temporairement perturbées. Un détail attira toutefois particulièrement son attention. Un rapport de 1911 mentionnait que plusieurs habitantes avaient signalé une impression de double présence en se tenant près de la fontaine ou à proximité du vieux puits, exactement les lieux que fréquentait le plus souvent Léonie selon les témoignages recueillis. Cette mention résonna en lui avec une précision troublante, car il reconnaissait cette sensation. Depuis plusieurs semaines, lui aussi avait l'impression fugitive que son propre corps était suivi d'un contour supplémentaire, comme une ombre qui ne coïncidait pas parfaitement avec la sienne. Un jour, en entrant tôt le matin dans son appartement, il remarqua dans le miroir que son reflet semblait légèrement en retard par rapport à son geste. Un décalage infime, à peine perceptible, mais qui suffit à le faire reculer brusquement. Il quitta l'appartement sans terminer sa toilette et resta silencieux toute la journée, incapable de dépasser la peur que ce phénomène ne soit plus limité aux photographies, mais s'étend désormais à lui-même. Il tenta une dernière démarche rationnelle, écrire un rapport officiel pour demander que le dossier Reynaud soit transféré à un service spécialisé, mais au moment de rédiger le document, sa main trembla si fortement qu'il dut abandonner. Ce soir-là, en rentrant chez lui, il trouva sur sa table un objet qui n'y était pas lorsqu'il avait quitté son appartement. Une vieille photographie qu'il avait rangée dans les archives, représentant la façade de la maison Talbert. Mais la photographie avait changé. Dans la fenêtre où apparaissait autrefois un rectangle noir, un contour légèrement plus précis se dessinait, comme si la forme avait gagné un détail depuis sa dernière observation. Il sentit son souffle se couper, en comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination. L'image avait réellement évolué, et c'est alors que pour la première fois, une idée nouvelle et terrifiante se forma clairement dans son esprit. Et si ce que Reynaud avait décrit comme une seconde chose n'était pas seulement un phénomène attaché à Léonie,
mais un phénomène qui se nourrissait de l'attention portée à elle. Si chaque regard posé sur les photographies renforçait ceux qui tentaient de s'y inscrire, et si la véritable anomalie n'était pas la disparition de Léonie, mais l'apparition progressive de ceux qui l'accompagnaient. Cette idée le poursuivit tard dans la nuit, jusqu'à ce qu'il finisse par s'endormir d'épuisement. Mais vers 4 heures du matin, il se réveilla brutalement en ayant la sensation très nette que quelqu'un se tenait dans l'angle sombre de sa chambre, immobile, silencieux, attendant simplement qu'il ouvre les yeux. Il n'osa pas tourner la tête, restant parfaitement immobile jusqu'à l'aube, l'esprit envahi par une seule certitude. Ce qu'il cherchait dans les photographies était désormais en train de le chercher lui. Dans les jours qui suivirent cette nuit, où l'archiviste se réveilla avec la certitude que quelque chose se trouvait dans l'ombre de sa chambre, son existence se transforma en une attente silencieuse, comme si chaque heure passée ne faisait que repousser un moment inévitable. Il tenta d'abord de retrouver une forme de normalité, se rendre aux archives à l'heure habituelle, saluer ses collègues, feuilleter distraitement les dossiers qu'il connaissait par cœur. Mais tout paraissait désormais recouvert d'une fine pellicule d'irréalité, comme si les choses n'étaient plus tout à fait ce qu'elles étaient auparavant, comme si le monde matériel avait perdu un degré de densité. Dans les archives, les photographies du dossier Reynaud semblaient presque respirer, et lorsqu'il manipulait les plaques, il lui semblait que sa peau frôlait quelque chose de légèrement plus froid que le verre, comme une présence imperceptible, qui se retirait au moment du contact. Il remarqua aussi que les reflets se multipliaient, dans les vitrines, dans les poignées de porte, dans les vitres des armoires, dans les boucles métalliques des classeurs. Il voyait parfois un mouvement détourner son regard avant même qu'il ait pu l'identifier précisément. Un soir, alors qu'il fermait la salle de lecture, il crut voir dans la vitre de la porte d'entrée une silhouette se tenir juste derrière lui. Pas un visage, pas une forme nette, mais quelque chose comme une longue vibration verticale, un contour hésitant, un décalage de lumière. Il fit volte-face, mais la pièce était vide. Pourtant, le sentiment d'être observé depuis un angle qu'aucune géométrie n'aurait dû permettre persistait, comme si la perception elle-même devenait poreuse, comme si les règles mêmes de la vision se fissuraient. À partir de ce moment, il comprit qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui l'avait déclenché. Il tenta alors une retraite temporaire loin de la bibliothèque. Il prit quelques jours de congé et se rendit dans une petite maison de campagne qu'il louait parfois pour travailler au calme. Il pensait qu'en s'éloignant des archives, des photographies, des reflets de Paris, il pourrait retrouver une forme d'équilibre. Mais dès son arrivée dans la maison, il remarqua un détail qui lui coupa le souffle. Dans la pièce principale, un vieux cadre sans image pendait au mur, et le verre, légèrement piqué par le temps, reflétait son corps avec un décalage de quelques millimètres. Un décalage qu'il reconnut immédiatement. Il retira le cadre du mur et le plaça face contre terre. Mais cela ne fit que renforcer la sensation d'une présence silencieuse dans la maison, comme si la chose qui s'était glissée dans sa vie depuis Montmauriac n'avait pas besoin d'objets réfléchissants pour se manifester. Les nuits suivantes furent marquées par un sommeil fragmenté, et chaque fois qu'il rouvrait les yeux, il avait l'impression qu'une silhouette se tenait dans l'obscurité du couloir, une silhouette qui s'évanouissait dès qu'il tentait de la fixer. Un matin, épuisé, il décida qu'il ne pouvait plus fuir. Il devait comprendre ce qui liait réellement Léonie au phénomène lumineux, ce qu'Émile Reynaud avait découvert avant lui, et surtout ce que signifiaient les deux présences que le photographe avait vaguement entrevues sur ses plaques. Il rassembla donc les documents du dossier qu'il avait emporté avec lui, les copies des carnets de Reynaud, les notes de la fille Talbert, les reproductions des clichés, et s'installa à la table en bois de la cuisine, déterminé à reconstituer le fil invisible qui reliait tous ces éléments. Au début, le silence de la maison lui parut apaisant, mais à mesure qu'il avançait dans sa lecture, une tension étrange se mit à vibrer dans l'air, comme si la simple évocation du nom de Léonie rapprochait quelque chose de lui. Il relut plusieurs fois les dernières notes de Reynaud,
Surtout celle où le photographe écrivait « Ce n'est pas elle qui disparaît, c'est ce qui est avec elle qui empêche la lumière de la fixer ». Cette phrase prit alors un sens nouveau. Et si Léonie n'était pas la cause du phénomène, mais son point de fixation, comme un axe autour duquel gravitait une seconde réalité. Et si la lumière refusait de la saisir, non pas parce qu'elle était absente, mais parce qu'elle était déjà partiellement enveloppée par une présence qui la précédait ou qui la suivait partout. Il repensa au témoignage de la fille Talbert, à son impression d'une deuxième présence dans la maison, à ces moments où elle croyait entendre Léonie parler à quelqu'un dans la cuisine. Il repensa aussi à ses propres sensations, ce souffle léger derrière lui, ces silhouettes dans les reflets, ce décalage infime dans son ombre, et comprit avec horreur que ce qui s'était approché de lui n'était peut-être pas la jeune femme elle-même, mais la chose qui effaçait sa forme, la chose qui semblait flotter autour d'elle comme un halo invisible. Plus il avançait dans sa réflexion, plus le phénomène semblait prendre forme dans son esprit, non pas comme une entité définie, mais comme un vide intelligent, une zone d'absence active, qui semblait capable d'observer, d'attendre, de suivre. Il comprit alors la phrase énigmatique de Reynaud « Elle ne peut être vue, mais elle voit », non pas comme une description poétique, mais comme une réalité concrète. À cet instant précis, un bruit sourd résonna dans la maison, comme si quelque chose venait de frôler la porte d'entrée de l'extérieur. Il se leva lentement, le cœur battant, et s'approcha de la fenêtre pour regarder dehors, mais ne vit rien d'autre que le jardin balayé par une légère brise. Pourtant, lorsqu'il revint vers la table, il sentit un changement subtil dans l'atmosphère, un froid léger sur la nuque, un déplacement infime de l'air, comme si quelqu'un venait de traverser la pièce sans faire de bruit. Il s'assit, les mains tremblantes, et replongea dans les documents pour éviter de penser à ce qu'il venait de ressentir. Ce fut alors qu'il remarqua un détail qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Sur une des photographies représentant la rue principale de Montmauriac, derrière les silhouettes parfaitement visibles des villageois, l'une des fenêtres ouvertes laissait apparaître une zone légèrement plus sombre, mais cette fois, cette zone semblait presque dessiner un visage incomplet. Un visage sans yeux, sans bouche, mais avec une structure reconnaissable, comme une esquisse inachevée que la lumière n'avait pas réussi à effacer entièrement. L'archiviste recula soudain sa chaise, pris d'un frisson incontrôlable. Mais lorsqu'il tenta de retrouver la zone du regard, elle avait déjà disparu, laissant derrière elle une simple tache d'ombre indistincte. Il comprit alors que l'apparition n'était pas fixe, qu'elle évoluait avec son propre regard, comme si elle réagissait à sa présence, à son attention, à sa peur. Il rassembla précipitamment tous les documents pour les remettre dans leur enveloppe, décidé de fermer définitivement ce chapitre. Mais ce fut à ce moment précis qu'il entendit un nouveau bruit, cette fois provenant du couloir, un bruit lent, comme un souffle, comme une expiration longue, étrange, presque humaine. Il resta immobile, incapable de tourner la tête, de peur de confirmer ce qu'il devinait déjà. La présence qui avait longtemps circulé autour de Léonie se trouvait désormais dans la maison, tout près, peut-être à portée de main. Durant de longues minutes, il resta figé, jusqu'à ce que le silence revienne lentement, comme si la chose reculait encore, comme si elle attendait un autre moment pour se manifester. Lorsqu'il trouva enfin la force de lever les yeux, il réalisa qu'il ne pourrait plus vivre avec cette incertitude. Il devait comprendre une dernière chose. Pourquoi le phénomène apparaissait-il toujours dans les reflets? Pourquoi la lumière refusait-elle la forme de Léonie, mais acceptait-elle partiellement celle de ceux qui l'accompagnaient? Il retourna alors vers le vieux cadre placé face contre terre, et après une longue hésitation, il le retourna lentement. Dans le verre ancien, l'image réfléchie était floue, déformée, mais au centre, là où son propre visage aurait dû se trouver, quelque chose d'autre se dessinait. Pas un visage, pas une forme nette, mais quelque chose comme une vibration noire, un espace qui semblait absorber la lumière au lieu de la renvoyer. Il sentit un vertige brutal le traverser et referma immédiatement le cadre, comprenant que ce qui apparaissait n'était pas une image, mais une approche, une tentative d'inscription. Il passa le reste de la nuit sans dormir, assis dans un fauteuil, attendant l'aube comme on attend une délivrance.
Le lendemain matin, il prit une décision irrévocable. Retourner une dernière fois à Montmauriac, là où tout avait commencé, pour tenter de comprendre ce que voulait réellement la présence liée à Léonie. Quand il arriva dans le village, le ciel était d'un gris uniforme et le vent balayait les rues désertes. Il marcha longtemps jusqu'à la maison Talbert, désormais en ruine, et se posta devant la fenêtre où Reynaud avait aperçu le premier rectangle sombre. Durant un long moment, il resta immobile, observant le verre brisé, les pierres froides, les ombres des arbres. Puis, lentement, comme s'il répondait à un appel ancien, il entra dans la maison, posa sa main sur le rebord de la fenêtre et ferma les yeux. Il sentit alors, avec une intensité presque douloureuse, qu'il n'était pas seul. Une présence, diffuse, mais certaine, se tenait derrière lui, silencieuse, déterminée, patiente. Il comprit qu'elle ne cherchait pas à se montrer, mais à se maintenir, à se prolonger, à trouver dans la perception humaine un point d'ancrage. Une phrase lui revint soudain à l'esprit. « Ce que la pellicule refuse, le reflet le trahira. » Et il sut alors que ce qui l'avait suivi n'était pas une femme qui n'apparaissait pas sur les photos, mais une présence qui ne pouvait vivre que dans les marges de la vision, dans les imperfections de la lumière, dans les zones d'absence. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le lieu semblait identique, mais l'air avait changé, comme si quelque chose avait pris une décision silencieuse.